Bonjour à tous, bonjour à toutes. Prenez place. Bienvenue pour cette conférence initiée par les Écomères, une association nationale d'élus dont je suis le vice-président et dont le thème est allier sport et environnement. Alors, faut-il repenser la pratique sportive au regard des enjeux de biodiversité et de réduction des impacts des infrastructures et de certaines pratiques sur les écosystèmes? Pour les Écomères, la réponse est oui. Pour ce faire, les acteurs du monde sportif, dont je rappelle les chiffres que vous avez sur les écrans, donc vous voyez, ce sont quand même des chiffres avec beaucoup de zéros souvent, donc qui montrent quand même l'impact du sport en France. Je vous laisse un petit moment pour les regarder. Et ceux de la cause environnementale doivent s'allier, travailler ensemble, devenir des partenaires d'une vision commune et d'un projet gagnant-gagnant. Les collectivités locales peuvent et doivent être les fédératrices et les moteurs de ce projet. Et donc ici, ce salon des maires est un moment important pour cela, pour travailler à cette problématique. Pour en débattre aujourd'hui, nous avons 3 intervenants de qualité qui vont vous présenter quels acteurs ils sont, quels partenariats ils sollicitent et quelles actions ils mettent en œuvre pour contribuer à l'alliance du sport et de l'environnement. Alors chacun se présentera un petit peu mieux, mais à côté de moi, il y a Céline Blanc, responsable des projets tourisme et loisirs nature de LPO, Ligue de protection des oiseaux, qui nous exposera comment la cause environnementale travaille avec le monde sportif et autour de quels projets. À ses côtés, Arnaud Jean, président de l'UFOLEP, une fédération sportive, pour nous présenter le guide pratique biodiversité et activités sportives qu'ils ont réalisé. Et donc, vous voyez qu'ils travaillent déjà dans ce sens, dans une perspective tous les sports autrement. Et pour terminer, Laure Batala, chef de bureau de développement durable du ministère des Sports, à qui revient la charge de fédérer pour agir par l'intermédiaire d'un outil, le diagnostic territorial approfondi, qu'elle vous présentera, ainsi que d'autres éléments de ce projet. Voilà, donc je vais passer la parole, puisque le temps est contraint et que chaque intervenant va être sollicité. Céline. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Céline Blanc, je suis responsable de projet sur la thématique du tourisme, des sports et loisirs nature à la LPO France, donc au siège de la LPO. Voilà, la LPO qui est basée en Charente-Maritime, petite particularité pour cette ONG, et on travaille avec tout un réseau d'associations locales réparties quasiment dans tous les départements de métropole. Donc je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le dispositif Biodisport, qui est un dispositif coordonné et co-animé par la LPO, aux côtés d'autres partenaires. On travaille aussi avec les gestionnaires de sites naturels, d'espaces naturels protégés. On travaille avec les collectivités, évidemment, avec les animateurs de politique environnementale, avec des structures type parcs naturels régionaux, parcs nationaux. On travaille tous ensemble pour favoriser une meilleure cohabitation des pratiques en milieu naturel, pour limiter son impact sur la biodiversité et particulièrement limiter le dérangement de la faune et de la flore, donc des espèces sauvages en milieu naturel. Donc, en résumé, tout est résumé voilà, sur cette image à l'écran. C'est un dispositif qui a été conçu en 2016, qui fait suite à un constat déjà à l'époque, il y a maintenant quelques années, mais qu'il y avait une pression accrue vraiment sur la biodiversité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pratiques en milieu naturel. Alors on s'en réjouit parce que les Français et Françaises sont amateurs aussi de sport, sont en quête de ressourcement, de bien-être, et que la nature offre ces ressources et ce cadre-là. Mais il y a un revers de médaille pour la biodiversité, parce que
voilà, il y a une pression et finalement, il y a peu de répit pour les espèces sauvages qui sont en milieu naturel, peu de répit dans l'espace et dans le temps. Puis c'est ce qu'on dit souvent, nous à l'LPO, on n'est pas du tout là pour pointer du doigt des pratiques sportives ou les pratiquants qui auraient un mauvais comportement. C'est vraiment prendre du recul, mais juste se dire c'est la multiplication et la répétition du piétinement, la répétition dans l'espace et dans le temps qui fait que ça va poser problème à un moment donné pour la nature. Donc le défi collectif, c'est vraiment de concilier les pratiques sportives et le respect de la biodiversité et essayer de trouver des solutions ensemble avec les acteurs locaux, avec les acteurs dans les territoires. L'idée, c'est vraiment de un peu déconstruire l'idée de la nature, c'est un terrain de jeu, mais se dire aussi c'est un milieu vivant que j'aime et que j'ai envie de protéger. Donc ce dispositif-là, il repose sur 3 grandes étapes. La concertation locale, donc vraiment le dialogue localement avec les différents acteurs qui gravitent autour d'un site naturel qui accueille des pratiquants de sport, et un site naturel, en l'occurrence là, qui est soumis à une forte fréquentation, où on sent qu'il y a vraiment un afflux, de la fréquentation, et qui pose problème pour la biodiversité, ou dont on pressent que cela va poser problème si on n'agit pas. Donc vraiment mettre tout le monde autour de la table, les propriétaires, gestionnaires de ces espaces, les collectivités, les associations environnementales. Moi ici je représente la LPO, mais il y a d'autres associations qui peuvent aussi s'impliquer dans ce dispositif. Et bien évidemment le milieu sportif. Le monde sportif, on va inviter les clubs présents sur le territoire, les guides accompagnateurs de haute montagne, c'est sur un territoire de montagne. On va inviter les loueurs de matériel sportif aussi. On va essayer d'inviter vraiment tous ceux qui gravitent autour des pratiques en milieu naturel. Et tous ensemble, donc ils vont dans les territoires définir des zones de nature sensible qu'on appelle zones de quiétude ou zones de sensibilité. Ce sont des zones définies dans l'espace et dans le temps relatives à des espèces, donc des espèces présentes sur le milieu qui sont particulièrement sensibles au dérangement. Je pense notamment aux espèces de rapaces qui vivent dans les falaises. Et voilà, quand il va y avoir des grimpeurs qui vont grimper en pleine période de nidification de ces rapaces, ça peut poser problème. Et bien souvent, c'est par manque d'information qu'il y a du dérangement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un dérangement intentionnel, bien évidemment. Quand on ne sait pas que telle espèce elle se reproduit ici et que c'est particulièrement sensible de telle période à telle période, on ne peut pas adapter son comportement un petit peu en amont. Donc l'idée, c'est de définir ces zones, vraiment de les produire, de les définir dans l'espace et dans le temps, les enregistrer dans une base de données qui est gérée par la LPO. Donc il y a des codes d'accès, c'est soumis à des conventions aussi avec nous pour bien cadrer aussi ces données. Et ces données, elles ressurgissent ensuite sur les plateformes consultées par les pratiquants. Donc l'idée, c'était pas de faire un site internet complètement déconnecté de ce milieu de pratiquants du milieu sportif, mais vraiment de se dire comment on peut leur mettre l'info entre les mains sans qu'ils aillent chercher ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a développé des partenariats avec des plateformes de type Visorando, Camp2Camp, Ski Tour, Wimper. Voilà, on en a 6 ou 7 au niveau national qui représentent un peu toutes ces pratiques de sport de nature. Et donc sur ces plateformes, quand vous allez consulter un itinéraire qui traverse une zone de nature sensible, vous aurez un message d'alerte. Vous aurez une petite fenêtre qui s'ouvrira, qui vous mettra en avant l'espèce qui est particulièrement fragile à cette période-là. Et voilà, avec un message de sensibilisation, on vous demandera d'éviter cette zone de telle période à telle période, et on vous renverra vers des informations complémentaires. Très rapidement, je sais que le temps est compté. Voilà, les partenaires du dispositif, je vous l'ai dit rapidement, les parcs, les PNR, les parcs nationaux, les fédérations sportives, bien évidemment. On travaille avec la Fédération française de vol libre, montagne escalade, les clubs alpins de montagne. Alors ce dispositif est né en milieu alpin, c'est vraiment là que tout a démarré, mais c'est un dispositif qui est en plein déploiement au niveau national. Juste pour terminer une seconde, le lien avec Outdoor Vision, on en parlait à l'atelier précédent, il est très important. Outdoor Vision vous permet de collecter les flux de fréquentation. Je pense que ça a été dit peut-être dans d'autres ateliers,
Biodisport vous permet de définir des zones de sensibilité. Si on superpose les deux couches, on peut vraiment voir là où il y a des points de tension et là où il est nécessaire d'agir. Voilà. Bravo, cette belle présentation. Et justement, moi j'en retire deux choses en tant qu'écomère, c'est qu'elle s'appuie sur deux piliers du développement durable, à savoir l'éducation de la connaissance et le partenariat. Sans ces deux piliers, on aura du mal à avancer. Et il y a des gens qui avancent, ce sont des fédérations sportives, et notamment l'UFOLEP, qui est une fédération qui s'adresse à tous les âges et tous les sports pratiquement. Bon, on ne va pas dire tous les sports, mais un grand nombre de sports. Et Arnaud Jean, son président, va nous présenter ce qu'ils font de manière très pratique. Merci beaucoup d'abord à l'Association des écomères de nous avoir invités. Je suis très honoré d'être entre une association environnementaliste et les services de l'État dans ces questions de médiation et des questions de biodiversité, parce que à la fois, quelque part, le sport profite pour certaines de ses activités d'espace naturel, et à la fois, malheureusement, et ça a été dit, il peut y nuire. Voilà, et ce qui forcément doit nous questionner en tant que responsables. Assez rapidement, qu'est-ce que c'est que l'UFOLEP? Vous l'avez dit, c'est une fédération affinitaire et multisport, donc un peu différente des fédérations françaises 2, plutôt complémentaire, mais qui est une fédération puissante avec plus de 7000 clubs locaux, notamment en milieu rural, et puis presque un peu plus de 300 000 licenciés qui, depuis très très longtemps, de manière assez innovante, s'étaient emparés des enjeux, on disait de développement durable, on dirait maintenant de transition écologique, on pourrait même dire de lutte contre le changement climatique. Voilà, des choses qui nous intéressent à l'UFOLEP. Ce qu'on a voulu, c'était, comme une fédération aussi d'éducation populaire, c'était comment, vous savez, quand vous vous inscrivez dans une association, quand vous êtes un dirigeant ou une dirigeante sportive, vous êtes d'abord là pour une pratique sportive. Si je prends des pratiques de plein air, la course en natation, l'escalade, ça a été dit, le VTT, la marche nordique, la randonnée pédestre, ainsi de suite, et vous n'êtes pas forcément au départ forcément sensibilisés, même si on s'aperçoit que statistiquement, les sportives et les sportifs qui fréquentent les espaces naturels ont plus d'appétence sur les questions de transition écologique et de biodiversité que les autres sportives et sportifs. Donc nous, on avait un enjeu, comment on accompagne localement nos associations, nos dirigeantes et nos dirigeants pour prendre en compte ces enjeux-là et être véritablement responsables dans leurs pratiques et dans tout ce que le sport génère comme possible nuisance dans les événements sportifs, dans les déplacements, dans les lieux qu'il utilise. Donc on a décidé de faire un guide. Je vais vous présenter deux choses assez rapidement. Le premier, c'est le guide biodiversité et activités sportives. Et puis une deuxième chose, un peu un scoop, que je vous présente aujourd'hui, qui n'est pas encore totalement ouvert au public, en tout cas sur sa partie communication. Voilà, c'est tout. C'est un guide tout simple, comme on peut en faire assez régulièrement, bien entendu plutôt en numérique qu'en papier, et qui va reprendre les grands enjeux pour ce qui nous paraît important. C'est comment déjà on explique ce qu'est la biodiversité à des sportives et des sportifs, encore une fois, pas parce qu'ils sont moins intelligents que d'autres ou moins impliqués que d'autres, mais parce qu'il y a nécessité à le faire. Comment on relativise les gestes qui peuvent être nécessaires ou pas dans les différentes pratiques, les utilisations de matériel. Et c'est véritablement nos dirigeantes et nos dirigeants sportifs qu'on vise à travers cet outil. C'est tout petit, j'en ai quelques exemplaires, vous aurez le QR code tout à l'heure. Véritablement, étape par étape, champ du sport par champ du sport, comment on évoque la question de ce qu'est la biodiversité, qu'est ZACO, comment on évoque sur un autre endroit la question des espaces protégés. Voilà, il y a beaucoup de grandes compétitions sportives qui aimeraient investir des espaces Natura 2000 et autres. Voilà, comment on concilie effectivement ces nécessités de protection d'espaces avec des pratiques sportives. Vous connaissez le développement des trails, vous connaissez le développement de certaines activités de nature, de grandes courses de VTT. Je vais passer non, on va le revoir après. Et puis après, on a décidé d'outiller, en plus de ce guide-là, de fiches très pratiques. Le graphisme est plutôt sympa, de fiches très pratiques sur les véritables enjeux aussi d'un club local, là où il se trouve. Voilà, alors, avec bien entendu la reprise d'enjeux liés à la nature et à la biodiversité de manière assez générale. Et puis après, milieu, espace de pratique par espace de pratique, on a essayé d'identifier les enjeux fondamentaux quand vous êtes plutôt au bord de l'eau, que ce soit des espaces marins protégés ou des lacs et des étangs. On est le plus gros organisateur à l'UFOLEP de ce qu'on appelle le Playa Tour, c'est une tournée des plages et plan d'eau intérieur. Donc forcément, on a une convention d'ailleurs avec le ministère en charge de la mer sur la protection de ces espaces. Et l'éducation de l'environnement, c'est un terme que je n'ai pas employé, qui est important. C'est comment, notamment avec les nouvelles générations, les jeunes générations, on porte ces messages-là éducatifs.
D'autres exemples sur la question de la biodiversité en ville, voilà, comment on y contribue. On est par exemple, l'UFOLEP, en train de s'associer avec la Maïf sur un programme de replantation, voilà, qui est assez important sur l'espace hexagonal et ultramarin. Parce que quand on parle de biodiversité, on a à l'UFOLEP une grande dynamique dans les territoires ultramarins, avec on sait que je crois 80 ou 90% de la biodiversité française, elle se trouve dans ces espaces ultramarins. Et donc aujourd'hui, comment à Mayotte, comment sur l'arbre Caraïbe, on arrive aussi à prendre en compte à la fois les espaces boisés, mais aussi bien entendu les lagons et les espaces maritimes. C'est un vrai enjeu pour nous avec notre répartition. Et puis, pour pas être trop long avant les échanges, on est particulièrement fiers d'un partenariat qu'on est en train. C'est plus qu'un partenariat, on est tous les deux associés avec le Muséum national d'histoire naturelle sur le développement d'une plateforme. Une plateforme qui est une plateforme de sciences participatives et une plateforme aussi de témoignages. En gros, quand vous êtes sportif et sportif, à travers une photo, à travers un matériel, à travers un témoignage, comment vous pouvez témoigner en 10, 15, 20 ans, 30 ans de l'évolution de votre espace de pratique, de ce qu'il a pu générer de positif, mais malheureusement de ce qu'il a fait. Un exemple, voilà, j'étais dans le Puy-de-Dôme il y a quelques jours, j'ai pris en photo le sommet du Puy-de-Dôme. Moi je l'ai connu il y a 20 ans, à cette époque-là, où il y avait déjà beaucoup de neige. Voilà, j'ai connu de l'endroit où je vais régulièrement la capacité à partir en raquette de neige pour aller randonner. Aujourd'hui, c'est depuis 10 ans plus le cas, voilà, pour les raisons qu'on connaît. Et donc cette démarche de témoignage qu'on va lancer au niveau mondial, et c'est l'UFOLEP qui en est le leader avec le Muséum d'histoire naturelle, permettra à travers véritablement différentes, voilà, ça arrive, de mapper les témoignages, et après avec des chercheuses, des anthropologues, des sociologues et des spécialistes des questions de diversité, de pouvoir analyser comment, là vous avez quelques exemples des premiers témoignages, mais la plateforme va être lancée début 2024, qui vont permettre d'enrichir les travaux du muséum, de responsabiliser les pratiquantes et les pratiquants, les responsables associatifs sportifs. C'est voilà, un très beau projet qu'on porte. Je crois que je suis au bout des 7 minutes. Oui, tu es au bout, mais tu pourras parler un petit peu plus après. Moi, simplement, je pourrais dire qu'on peut avoir confiance dans l'UFOLEP, parce que dans ses gènes, cette fédération a une pratique d'éducation citoyenne depuis le début. Et puis, il y a de nombreux enseignants aussi qui sont... Alors, c'est peut-être pas un gage le plus important, mais c'est quand même très important, quand on parle d'éducation, d'avoir des enseignants dans cette fédération qui accompagnent les pratiquants. Voilà. Et pour tout cela, donc, l'État, représenté aussi par le ministère des Sports aujourd'hui, a son rôle à jouer, et il le joue pour faire passer ce message. Aujourd'hui, vous êtes là. Merci, on vous écoute. Merci à vous pour l'invitation. Ça marche. Moi, j'ai pareil préparé juste pour vous expliquer le rôle du bureau du sport durable, puisque le ministère s'est investi depuis très longtemps sur ces sujets d'enjeux environnementaux, puisque le sport est à la fois, vous le savez, victime et coupable aussi de ce changement climatique et de ses conséquences. Le sport est un important vecteur social, est une caisse de résonance pour porter les messages, et c'est aussi une activité économique, et les sports de nature en particulier peuvent être un levier formidable d'attractivité et d'aménagement du territoire, tout en évidemment respectant les milieux naturels dans lesquels ils se développent. Le ministère, donc là je vous ai mis un peu tout ce qu'on faisait, mais je l'enverrai à monsieur, à l'association. On s'appuie notamment sur le pôle ressources nationales sport de nature qu'a cité la LPO. C'est un peu une mission d'expertise et d'appui de la direction des sports hébergée au CREPS de Vallon-Pont d'Arc, qui s'est développée au début des années 2000, avec pour objectif de développer les sports de nature dans un objet aussi de santé publique, d'activité physique et sportive, d'accès à la pratique, mais un développement maîtrisé et donc respectueux de son environnement. Et donc, vous voyez ici les 3 grandes missions de ce pôle. Et donc, avec ce pôle, nous avons aussi mis en place et développé des outils d'aide à la décision pour les territoires. Donc, Outdoor Vision a été cité. Donc, c'est un outil plutôt informatique, une plateforme digitale qui va concentrer, recenser toutes les traces GPS et qui va pouvoir permettre d'identifier les itinéraires fréquentés, voire surfréquentés, pour peut-être les réaménager, réorienter les pratiquants vers des itinéraires moins fréquentés et qui sont tout aussi beaux que ceux qui le sont trop.
Il y a aussi Suricat qui figurait sur la diapo. Suricat, c'est un dispositif qui vous permet, en tant que pratiquant de sport de nature, d'identifier un dysfonctionnement, un problème de balisage, un problème de sécurité, un dépôt de déchets, un dépôt sauvage de déchets, mais aussi parfois des conflits d'usage ou des comportements inciviques d'autres pratiquants. Vous faites un signalement, c'est pris en charge par des administrateurs. Et donc là, j'ai été invitée aujourd'hui pour parler du DTA. J'en viens. Le DTA, c'est une méthode, c'est un diagnostic territorial approfondi. Ce n'est pas une étude, hein, c'est vraiment une méthode qui permet de faire un diagnostic de votre territoire et de voir dans quelle mesure, si vous avez des atouts pour le faire, dans quelle mesure les sports de nature peuvent contribuer à votre attractivité et à l'aménagement de votre territoire. Ça vous permet de faire donc un constat, comment la pratique sportive évolue, comment les comportements changent, comment les conflits d'usage peuvent aussi évoluer. La Ligue de protection des oiseaux l'a bien dit. Et puis demain, nous allons être aussi tous confrontés à un resserrement des espaces dans lequel on va pouvoir faire nos activités sportives, mais pas que, un resserrement aussi des saisons, et donc forcément une concurrence exacerbée. Il faut qu'on le prenne, qu'on l'anticipe pour que toutes ces activités puissent coexister et qu'on puisse continuer à faire du sport en toute sécurité, mais aussi en préservant les enjeux environnementaux et de préservation de la biodiversité. Et cette méthode va vous forcer à vous interroger quels sont les services que vous allez mettre au cœur de cette démarche, les publics que vous souhaitez viser. Est-ce que vous voulez aller chercher des publics qui sont loin de la pratique sportive? Est-ce que vous voulez favoriser une pratique qui est déjà plus développée? Et ensuite, les acteurs, quels acteurs vous voulez viser et comment vous allez les mobiliser? Et puis, avec évidemment des contraintes et des obligations. Un DTA, c'est une méthode. Les territoires sont divers, donc vous n'avez pas un DTA unique. Vous ne pouvez pas faire un DTA sur une communauté de communes de votre département qui va s'appliquer à toutes les communautés de communes. Donc vraiment, c'est quelque chose de très précis. La bonne échelle territoriale, c'est la communauté de communes. Le département, c'est déjà trop grand puisque vous avez trop de diversité territoriale pour que cette méthode soit efficace et vous permette d'établir un plan d'action cohérent et qui vous permettent d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et donc l'objectif, c'est comment rendre attractif votre territoire, comment vous organisez l'accès aux lieux de pratique, parce qu'on parle beaucoup de la pratique en elle-même, mais il y a aussi la question de l'accès. On parlait de la baisse de l'enneigement, c'est pas la pratique en elle-même sportive, hein, c'est essentiellement les émissions de gaz à effet de serre, et c'est quoi? C'est les déplacements des sportifs, mais pas que, qui vont contribuer à ce réchauffement. Et enfin, comment professionnaliser les sports de nature pour rendre attractif ce territoire, mais aussi pour les sensibiliser, pour les former aux enjeux de protection environnementale et protection de la biodiversité, encore une fois. Bon, là, c'est quelques petits exemples, je passe. Et donc, l'accompagnement, donc c'est une méthode qui est déposée, c'est une marque reconnue qui a été déposée par l'État, c'est pour ça que normalement, il y a le petit R en haut. Ça s'adresse donc aux collectivités de communes. Les collectivités de communes peuvent se faire accompagner soit par un représentant de l'État au sein des services départementaux jeunesse, engagement, sport, soit par un membre du conseil départemental. Et nous, au niveau national, nous formons ces personnes-là pour qu'elles puissent accompagner ensuite les collectivités territoriales dans ce projet. Ça nécessite souvent aussi l'appui d'un cabinet d'études. C'est une méthode qui est quand même assez longue, qui rassemble plusieurs acteurs. Ça dure à peu près 9 mois. Et ce qui est important, encore une fois, j'ai prononcé le mot étude, on m'avait dit de ne pas le prononcer. Ce n'est pas une étude, c'est un diagnostic qui débouche sur un plan d'action. Et ce plan d'action est bien évidemment ajustable et évolutif au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Et voilà, donc c'est un travail collaboratif avec des outils éprouvés. Et je crois que j'ai fini. Voilà, quand le faire, c'est important. À l'occasion de la révision de schéma de cohérence territoriale, ça peut être l'occasion de se poser la question et de faire ce constat qui est indispensable. À l'occasion de l'élaboration des projets sportifs locaux ou à l'élaboration de projets éducatifs territoriaux. Et vraiment, l'idée, c'est d'associer tous les acteurs du territoire dans cette démarche. Bon, là, je vous avais mis une étude de cas, voilà, et je laisse un petit peu la diapo avec les contacts pour pouvoir contacter. Et vous pouvez
sans hésiter, vous adresser aux contacts départementaux de vos collectivités territoriales. Merci beaucoup pour cette présentation de cet outil qui est un outil participatif. Donc c'est son importance, c'est ça. C'est la connaissance de chez soi, la partager. Et avant de vous passer la parole donc, et de poser vos questions, deux choses. Tout d'abord, les documents donc, seront disponibles sur le site des écomères, mais peut-être aussi sur le site du salon. Je n'ai pas demandé, mais en général, ils les mettent. Et deuxièmement, donc, moi, en conclusion pour moi, donc, on part d'une vision commune et d'action partagée. Si on arrive à faire ça, on aura fait un bon bout de chemin. Alors, s'il y a des questions maintenant pour les intervenants, le micro est à vous. Allez, il faut se jeter à l'eau. J'aurais juste peut-être une toute petite précision, c'est qu'on parle beaucoup d'accès à la pratique sportive, donc c'est indispensable. Il y a aussi tout un aspect de sensibilisation, c'est-à-dire le sport, c'est aussi un vecteur, c'est encore une fois une caisse de résonance. Et les éducateurs sportifs, on participe à des stratégies nationales, interministérielles, etc. Et on a des indicateurs, des objectifs, justement, nous, de former les éducateurs sportifs pour qu'ils sensibilisent et qu'ils forment les pratiquants de sport de nature, et ce, quel que soit leur âge. Alors, on vise beaucoup les jeunes, parce qu'on sait que les jeunes, comme ça, on les embarque pour toute leur vie, mais il n'y a pas que les jeunes, pour justement éveiller cette conscience à la biodiversité. Et ça dépasse aujourd'hui les seuls sports de nature. On s'était concentré jusqu'à présent sur les éducateurs sportifs de sport de nature parce qu'ils évoluent dans un milieu naturel. Mais aujourd'hui, on s'adresse à tous les sports. Et cette sensibilisation et éducation, elle est indissociable de cette activité sportive. Deux choses par rapport à ça. Le CREPS de Vallon-Pont d'Arc a fait un travail important sur cela. Et deuxièmement, on a l'UFOLEP, mais on a aussi dans les écoles la possibilité d'avoir une association UCEP. Donc ça, aussi avec vos enseignants, l'UCEP à l'école, c'est la première licence sportive. Donc voilà, vous aurez un côté citoyen et un côté sportif dans vos écoles. Oui, la parole. Allô. Oui. Bonjour. Une question générale en fait sur est-ce qu'il existe, alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé, c'est pour ça que je vous pose la question, j'en profite, un éco-score pour les pratiques sportives, qu'on puisse faire un choix éclairé en tant que pratiquant, que parent, qu'éducateur, pour dire, ben voilà, telle pratique, ça a tel score. Ça existe dans l'industrie alimentaire et je ne crois pas que ça existe dans le sport. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée? Non, alors ça n'existe, enfin en tout cas à ma connaissance, ça n'existe pas. Alors est-ce que c'est une bonne idée sur le principe? Pourquoi pas? Ensuite, finalement, un sport, ça va beaucoup dépendre aussi du lieu dans lequel vous allez pouvoir le pratiquer. C'est-à-dire que je vais dire n'importe quoi. Là, par exemple, la pétanque, on va se dire, il n'y a rien de moins polluant. Mais si vous faites 150 km parce que vous faites de la pétanque que pendant vos vacances, vous avez forcément un impact. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faut prendre en compte beaucoup de critères pour pouvoir avoir un véritable écosport. En revanche, sensibiliser sur la pratique sportive en elle-même, sur les équipements. Sensibiliser les sportifs en disant que vous n'avez pas besoin de vous équiper de pied en cap, de matériel neuf à changer tous les 3 mois parce que la dernière marque de sport a sorti le dernier équipement. Je pense que c'est plutôt sur ça qu'il faut travailler que sur un éco-score discipline par discipline qui pourrait d'ailleurs conduire à du bashing qui ne serait pas forcément justifié. Il faut effectivement être très prudent. On a des outils de calcul, par exemple de bilan carbone, mais sur les enjeux effectivement plus généraux autour des questions des questions de transition écologique, ça n'existe pas encore. Et puis méfions-nous aussi des idées reçues, les randonneurs contre les motards. Voilà, je crois qu'on est tous en capacité malheureusement d'organiser des choses et on pourrait dire voilà un trail c'est sympa, il n'y a pas trop d'impact, mais comme vous le disiez madame, la multiplication, la périodicité et la massification de certaines activités de fait deviennent beaucoup plus impactantes que d'autres auxquels on pourrait penser négativement au départ. Voilà, tout ça mérite non pas d'être déresponsabilisé, mais d'être relativisé et du coup de responsabiliser tous les organisatrices et les organisateurs pour réduire ces impacts qui sont quand même assez importants. Voilà, on a la charte des 15 engagements pour ça. Je veux dire un petit mot. Voilà, on arrive au terme, mais vous pouvez, les intervenants vont rester par là, donc si vous avez des questions à leur poser, c'est... Voilà, et puis on vous remercie de votre présence et on espère qu'on aura fait avancer ce partage en fait, voilà, et qu'on souhaite répandre à tout le monde. Voilà, merci à vous. Et merci aux intervenants.